Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à la mesure des grandeurs pertinentes pour la corrosion dans l'évaluation de l'état des structures en béton armé. Ce webinaire a été préparé par le groupe Durability of Engineering Materials de l'ETH Zurich sur commande de l'Office fédéral des routes. Tout d'abord, pour être sûr que personne perde son temps ici, je vais vous présenter tout de suite les objectifs de ce webinaire et ainsi à quoi vous pouvez vous attendre, avec comme premier objectif de revoir les concepts de l'évaluation de l'état des éléments en béton armé présentant un risque de corrosion. Ensuite, nous verrons un aperçu des méthodes classiques de contrôle non destructible, parmi lesquelles l'inspection visuelle, la mesure du champ de potentiel, qui est la mesure phare pour la détection de la corrosion, la mesure de la résistance électrique et la mesure de la couverture d'enrobage. Enfin, nous verrons des essais destructifs qui peuvent être également pertinents à être réalisés pour une bonne évaluation de l'état des structures en relation avec la corrosion. Et nous terminerons par de brefs descriptions de nouveaux développements réalisés, notamment dans notre laboratoire. Tout d'abord, un rappel sur l'utilité de l'évaluation de l'état des structures. Ce qu'il est important de noter, déjà, c'est la séparation entre l'étape de détection de l'état d'une structure et l'étape de l'évaluation de l'état d'une structure. La détection, c'est juste la mesure brute de données directement sur site. Et ensuite, ces données sont regroupées pour être interprétées pour avoir une certaine évaluation de l'état d'une structure. Grâce à cette évaluation, il est ensuite possible de déterminer les mesures de planification et de maintenance à réaliser pour cette structure. Qui peuvent être de faire de plus amples inspections afin d'avoir de meilleures données sur l'état d'une structure. Et en général, tous ces mécanismes sont mis en place pour garantir la rentabilité et la sécurité des ouvrages de génie civil. Ce processus est encadré par la norme SIA 269-2, maintenance des structures porteuses, structures en béton. Cette norme concerne également des problèmes autres que ceux liés à la corrosion. Nous avons vu dans le webinaire précédent que l'état d'une structure durant sa durée de vie pouvait être décrit par un diagramme de Tutti, notamment dans le cas de la corrosion. Ça s'applique très bien avec une phase d'initiation durant laquelle les différentes espèces pouvant entraîner la corrosion vont agir sur le béton. Une phase, un moment d'initiation, moment qui correspond au moment où la corrosion active se déclenche dans les aciers et des armatures d'acier du béton. Et enfin, la phase de propagation, durant laquelle la corrosion a lieu. Ce modèle est très intéressant, mais ça reste seulement un modèle. Comment est-ce qu'on peut savoir où on se situe durant ce modèle? Est-ce qu'on est encore dans la phase d'initiation pour cette structure? Est-ce qu'on se situe au moment de l'initiation ou juste un peu après? Ou bien est-ce qu'on est déjà très avancé dans la phase de propagation de la corrosion et donc des dommages liés à cette corrosion? Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir une inspection régulière, notamment une inspection de routine. C'est l'inspection qui est faite de manière visuelle. Il me semble que ça doit être fait tous les 5 ans et ça permet de contrôler l'état d'une structure. Mais de plus amples informations peuvent être obtenues grâce à des méthodes d'inspection plus poussées, avec des méthodes d'essai non destructives, par exemple, ou bien des méthodes d'essai destructives. Ces 3 types de méthodes, les méthodes visuelles, méthodes non destructives et méthodes destructives, peuvent être également représentées sur ce schéma. Et ces 3 méthodes se différencient par leur effort, par la quantité d'efforts à effectuer pour avoir la réalisation de ces méthodes, avec évidemment un effort croissant de visuel à méthode non destructive à méthode destructive. Ces efforts peuvent être comptés en termes de coût, en termes de temps, en termes de blocage d'une voie de circulation. Mais ces différentes méthodes apportent également différentes
différentes informations, avec différentes significations, différentes importances dans l'information qu'ils amènent sur la structure analysée. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr la combinaison des 3 pour avoir, une estimation fiable de l'état d'une structure. Tous les concepts mentionnés jusqu'ici n'étaient pas spécifiquement, déterminés pour la corrosion et nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui avec les grandeurs pertinentes pour la corrosion. Alors, déjà, pour revenir aux connaissances qu'on a vues dans le webinaire précédent, il y a 2 mécanismes qui mènent à la corrosion des aciers dans le béton, avec tout d'abord la carbonatation. Pour la corrosion induite par carbonatation, plusieurs paramètres vont affecter par exemple la phase d'initiation, avec le type de ciment, la microstructure du béton, l'humidité du béton, qui vont influer sur la pénétration du CO2. L'épaisseur d'enrobage est également un paramètre important car ça va déterminer à quelle profondeur doit avancer le front de carbonatation. Et enfin, évidemment, la concentration en dioxyde de carbone de l'environnement à la surface du béton va aussi déterminer la vitesse de carbonatation. Ensuite, durant la phase de propagation, d'autres paramètres peuvent avoir une influence sur celle-ci, avec par exemple l'humidité du béton qui va influer sur la vitesse de corrosion. La microstructure du béton va également jouer sur les transports de ces espèces corrodées. Enfin, l'épaisseur d'enrobage et les propriétés mécaniques du béton vont influer sur à la fois la vitesse de corrosion, mais aussi sur le moment auquel les, les fissures vont apparaître et donc au moment auquel les dommages causés par la corrosion vont apparaître. Le deuxième mécanisme menant à la corrosion des aciers dans les bétons, c'est la corrosion induite par les chlorures. Pour ce type de corrosion, la phase d'initiation est influencée par le type de ciment, la microstructure et l'humidité du béton, tout comme pour le phénomène de carbonatation. L'épaisseur d'enrobage va également jouer, car il va déterminer à quelle profondeur doivent être transportées les chlorures pour commencer à avoir un effet sur la corrosion. Et enfin, évidemment, la quantité de chlorure de l'environnement à la surface du béton va également jouer sur la vitesse à laquelle les chlorures vont pouvoir pénétrer à l'intérieur du béton. Durant la phase de propagation, l'humidité influera sur la vitesse de corrosion et le transport des espèces. La résistance électrique du béton joue également un rôle important, dû à la présence de macroéléments pour ce type de corrosion. Enfin, certaines caractéristiques qui peuvent être regroupées sous le nom de grandeur chimique, comme la concentration en chlorure ou bien le pH auquel est le béton au niveau des armatures, va également jouer sur la vitesse de corrosion durant la phase de propagation. Et le but, par toutes les méthodes que l'on va voir par la suite, va être d'avoir des informations sur ces différents paramètres qui influent à la fois sur la phase d'initiation et sur la phase de propagation de la corrosion dans le cas de la carbonatation, comme dans le cas de la corrosion induite par les chlorures. Nous allons maintenant voir les méthodes avec lesquelles il est possible d'acquérir des informations sur les différents paramètres influençant la corrosion. Et ces méthodes de mesure, il en existe un nombre très important, avec ici une liste qui est absolument non exhaustive. Et de cette liste, on ne pourra pas aborder chaque point évidemment aujourd'hui, mais il faut garder à l'esprit que énormément de méthodes sont disponibles et qu'il est aussi également important de les avoir en tête, de pouvoir bien choisir laquelle à utiliser pour un cas spécifique de durabilité. La méthode classique d'inspection, c'est la méthode d'inspection visuelle, car c'est la méthode de routine qui est réalisée tous les 5 ans pour les ouvrages en béton armé, avec ici une liste des observations les plus courantes qui sont faites lors d'inspections visuelles, avec le rapport par exemple de fissures avec leur forme et leur taille, la possibilité d'écaillage ou de décollement de parties du béton, la présence de taches de rouille,
peut y avoir une présence de précipités et d'efflorescence à la surface du béton. Il peut y avoir des décolorations ou bien encore des déformations. Toutes ces observations faites ne sont pas nécessairement liées à la corrosion. Par exemple, dans le cas des fissures, elles peuvent avoir d'innombrables causes. Certaines peuvent être attribuées à la présence de la corrosion à l'intérieur du béton, comme on peut le voir avec le la fissure en bas à droite, qui est parallèle à l'armature dans le coin du pilier que l'on peut voir sur cette figure. Mais d'autres mécanismes vont également entraîner la présence de fissures à la surface du béton, comme par exemple la réaction alcali-silica, qui va entraîner la présence de fissures d'une forme un peu désordonnée, ou bien encore la présence de fissures qui sont dues aux caractéristiques du béton à un jeune âge, avec les, les fissures dues à un séchage, avec par exemple la présence de fissures dues au gradient thermique qu'il y a dans le béton lors de l'hydratation. Bref, beaucoup d'informations peuvent être acquises grâce à l'observation des fissures, mais il n'est pas si facile que ça de déterminer la cause d'un phénomène de dégradation juste avec l'observation visuelle et l'observation des fissures notamment. Dans les possibles anomalies que l'on peut observer à la surface du béton, on peut voir par exemple à gauche des cas avancés de dommages avec un fort décollement du béton et des armatures visibles qui vont être corrodées directement, car directement exposées à l'environnement. Il est également possible de voir des décolorations et des précipités, comme dans les deux images du milieu, avec aussi dans l'image du bas la présence de rouille. Ceci n'est pas forcément un indice de la corrosion, ça peut être un indice juste que de l'humidité s'infiltre à travers un joint, mais une information sur la présence d'humidité dans une certaine zone de la structure est quand même très intéressante dans le cas de la corrosion, car les zones humides vont être des zones à surveiller en priorité. Enfin, on peut voir sur l'image aussi en bas à droite qu'il y a parfois des signes plus clairs qu'une corrosion a lieu à l'intérieur de la surface en béton, avec ici la présence d'une fissure et la présence de taches de rouille caractéristiques des produits de corrosion de l'acier. Pour conclure sur l'inspection visuelle, on peut dire que les défauts ont tendance à être détectés relativement tard, ce qui tend à réduire le bénéfice de ces inspections visuelles, car même lorsque les dommages sont détectés, dans ces cas-là, le coût de possible réparation a déjà largement augmenté. Il n'est donc pas très efficace de réaliser l'inspection visuelle. Concernant les causes menant à la corrosion, il est possible de les détecter à un stade encore précoce grâce à l'inspection visuelle, notamment la présence d'humidité, qui va être un facteur très important à la fois pour les phases d'initiation et les phases de propagation de la corrosion. Des méthodes qui peuvent être plus aptes à détecter la corrosion assez tôt afin d'avoir des méthodes de maintenance plus efficaces et plus rentables, ça peut être les méthodes de contrôle non destructives. Des méthodes de contrôle non destructives, il en existe également de très nombreuses. Elles sont ici rangées dans un tableau. Elles peuvent être rangées selon le type d'information que l'on va pouvoir récolter, ou plutôt quelle information sur la structure on va récolter. Elles peuvent être également rangées comme ici, selon le type d'énergie qu'elles utilisent pour obtenir les informations, avec ici l'énergie optique, l'énergie électromagnétique, les méthodes magnétiques, les méthodes électriques, les méthodes électrochimiques ou bien les méthodes mécaniques. On se consacrera aujourd'hui seulement sur quelques méthodes particulièrement utiles dans le cadre de l'évaluation de la corrosion, avec tout d'abord l'inspection visuelle que l'on vient juste de voir. Enfin, la mesure du champ de potentiel, qui est la mesure typique pour vérifier la présence de la corrosion dans une structure en béton armé. Ensuite, nous verrons trois différentes méthodes qui sont utilisées pour la détection des armatures
et la mesure de l'épaisseur d'enrobage. Enfin, nous verrons la mesure de la résistance électrique du béton, qui peut être un facteur très intéressant à connaître pour l'étude de l'état d'une structure en béton armé en relation avec la corrosion. À présent, nous allons voir la méthode de mesure du champ de potentiel pour la détection de la corrosion. Pour expliquer la méthode de mesure du champ de potentiel, nous allons reprendre le cas de la corrosion induite par les chlorures que nous avons vu lors du dernier webinaire. Dans ce phénomène de corrosion, il y a la présence de deux zones différentes, avec une zone anodique dans laquelle a lieu réellement la corrosion, et la zone cathodique dans laquelle a lieu la réaction cathodique qui supporte la réaction de dissolution du fer. Cette séparation entre une zone cathodique et une zone anodique donne naissance à un courant de macrocellules et également ça donne naissance à la présence de lignes d'isopotentiel que l'on peut voir ici avec différentes couleurs. Et si une ligne d'isopotentiel représente une ligne où le potentiel est le même, le potentiel va varier entre ces deux lignes et le courant traverse ou voyage entre ces lignes. Et si on utilise une électrode de référence à la surface du béton, il va être possible de mesurer ce potentiel et de mesurer ces changements de potentiel selon la zone où on se situe entre une cathode, une zone cathodique et une zone anodique. Ainsi, on peut acquérir des informations sur la présence de la corrosion et où se situent les zones qui se corrodent actuellement. Différentes plages de potentiel typiques existent lorsqu'on réalise ces mesures, avec par exemple, pour les potentiels au-dessus de moins 200 millivolts par rapport à l'électrode de référence cuivre, sulfate de cuivre, des aciers qui sont encore passifs, que ce soit dans un béton alcalin ou que ce soit dans un béton qui a déjà été carbonaté. Il y a également des plages typiques de corrosion, peuvent être corrosion uniforme ou bien corrosion localisée due à la présence des chlorures. Et enfin, des zones de potentiel plus négatives qui ne vont pas forcément signifier une corrosion, mais qui vont signifier qu'il y a peu ou pas d'oxygène présent à la surface des aciers. Mais malgré cette présence de zones de plages de potentiel typiques, il n'est pas évident de déterminer l'état d'une armature juste basé sur son seul potentiel. Il y a des zones grises et on verra plus tard comment on peut avoir une idée plus claire grâce à cette mesure. Pour réaliser cette mesure, il faut d'abord réaliser une connexion avec l'armature, une connexion électrique, utiliser une électrode de référence et entre ces deux points, utiliser un appareil de mesure de potentiel. Et en appliquant l'électrode de référence à la surface du béton, on peut enregistrer la différence de potentiel entre l'armature qui est connectée et l'électrode de référence. Cette électrode de référence est en général une électrode de cuivre, sulfate de cuivre. Elle peut être utilisée de manière ponctuelle, avec la nécessité de bouger manuellement de point à point l'électrode de référence sur la surface du béton. Il existe également d'autres types d'électrodes de référence, avec notamment des électrodes à roue, où elles peuvent être combinées en différents nombres. Cela rend la mesure plus aisée et notamment rend la mesure de grande surface possible. Concernant la représentation des valeurs mesurées à l'aide de la méthode de mesure de champ de potentiel, il est toujours important de représenter ces valeurs à l'aide d'une carte de couleur, par exemple. Une valeur seule de potentiel ne va pas nous aider beaucoup, tandis que le groupement de ces valeurs et le gradient entre ces valeurs va donner des informations beaucoup plus pertinentes quant à la corrosion. Il est aussi important de noter qu'il faut garder ces valeurs ensemble pour un même élément de construction, mais ne pas tout mélanger les éléments de construction, car chaque élément de construction est caractéristique d'une certaine recette de béton, peut être caractéristique d'une certaine façon de cure.
et peut être caractéristique d'une certaine microstructure de ce béton. Mais on peut voir ici, par exemple, avec l'exemple d'un pilier de galerie, qu'il y a différentes zones avec des potentiels plus ou moins négatifs. Et notamment, on peut voir que sur le côté vallée, au pied de ce pilier, se situe une zone avec un potentiel très négatif, qui est une indication d'une possible corrosion ayant lieu dans cette zone. Ce qu'il est important pour la mesure du champ de potentiel, c'est ce qu'il est important de retenir pour la mesure du champ de potentiel, dans l'exploitation et l'interprétation des mesures, c'est qu'il n'y a pas de valeur limite absolue de potentiel. L'accent doit être mis sur les différences relatives à l'intérieur d'un élément de construction, avec les gradients et avec les possibles zones où les potentiels sont particulièrement négatifs. Il est important de savoir également qu'une évaluation statistique est possible. Cette analyse statistique va permettre de déterminer des valeurs limites de potentiel pour délimiter les zones où l'armature est probablement active ou probablement passive. Pour plus d'informations, il est possible de consulter différentes normes et brochures, avec notamment la SIA Merkblatt 2006-2013, ou encore la nouvelle directive SIA Wegleitung 4018, pour la planification, la mise en œuvre et l'interprétation de la mesure du champ de potentiel sur les structures en béton armé. Dans le cas de l'exploitation par analyse statistique des données de mesure de champ de potentiel, le principe est assez simple. On peut définir différentes populations de mesures, avec une population correspondant à une zone où l'acier est actif, par exemple ici représenté avec la courbe en pointillé rouge. Une population avec une zone où l'acier est passif, avec la courbe en pointillé vert. Ces deux populations peuvent être décrites par une distribution gaussienne. Une distribution gaussienne est décrite elle-même par une moyenne et un écart type. Et ensuite, par définition d'une probabilité de corrosion ou une probabilité d'acier passif, il est possible de fitter ces deux distributions théoriques passives et actives avec les mesures réellement obtenues sur site, et ainsi d'obtenir des probabilités de corrosion ou des probabilités d'acier passif qui peuvent être beaucoup plus efficaces que la valeur brute. Quoi qu'il en soit, il est toujours important de vérifier et de valider ces mesures, ces évaluations à l'aide d'investigations complémentaires qui peuvent être destructives. Pour conclure sur la mesure du champ de potentiel, la mesure du champ de potentiel est une méthode qui est bien établie pour la détection, la localisation de la corrosion dans le béton armé, et ce, avant même que les dommages ne soient visibles à la surface du béton. C'est notamment le cas pour la corrosion induite par les chlorures. Ceci va permettre de détecter tôt un problème de corrosion et donc d'agir tôt sur les réparations ou les possibles maintenances afin de limiter ce problème. Cette méthode est également très avantageuse car elle peut être utilisée sur de grandes surfaces. C'est une technique de cartographie. Cette méthode est déjà représentée dans des normes, que ce soit des SIA, Merkblatt, Wegleitung ou des normes internationales. Enfin, cette méthode a l'avantage de pouvoir détecter des zones qui corrodent en ce moment, mais elle a aussi donc le désavantage de ne donner aucune information sur des zones qui pouvaient être corrodées précédemment et qui, au moment de la mesure, ne corrodent plus, sont repassivées, par exemple. Cette méthode ne donne également aucune information sur la vitesse de propagation de la corrosion. Et elle ne donne aucune information sur les dommages qui sont déjà présents dans la structure, avec aucune information sur la perte de la section transversale d'une armature, par exemple. Pour plus d'informations, il est à noter que notre groupe de recherche a déjà réalisé plusieurs vidéos éducatives qui sont disponibles notamment sur YouTube. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous référer à cette série de vidéos. Enfin, d'autres méthodes de contrôle non destructives peuvent être tout à fait pertinentes dans le cas de l'évaluation de l'état d'une structure en béton armé
pour des problèmes liés à la corrosion, avec notamment tout d'abord des méthodes pour localiser les armatures et des méthodes pour mesurer l'épaisseur de la couverture d'enrobage au-dessus de ces armatures. Tout d'abord la mesure géoradar, qui est une mesure électromagnétique, dans laquelle l'appareil de mesure envoie des ondes électromagnétiques, et lorsque ces ondes rencontrent des frontières entre deux matériaux avec des propriétés électromagnétiques différentes, ces ondes sont réfléchies grâce à une antenne de réception. L'outil de mesure peut ensuite enregistrer ce signal réfléchi, et cela permet de déterminer la position et la profondeur des armatures, par exemple. On peut voir ici un appareil commercial disponible, et enfin ici la représentation des résultats avec la grille d'armature parfaitement visible, et également grâce à la couleur des informations sur la profondeur à laquelle se trouvent ces armatures. Ensuite, il y a la méthode de courant de Foucault, qui est une méthode de mesure magnétique. Pour les méthodes de mesure magnétique, le principe, c'est d'appliquer un champ magnétique à la surface du matériau à tester, et de mesurer la réponse de ce matériau afin d'obtenir des informations sur celui-ci. On peut voir ici un exemple d'appareil de mesure du courant de Foucault déjà disponible, et ici la représentation des données mesurées avec la présence des armatures et de la grille d'armature, et également des informations sur la profondeur à laquelle cette armature se trouve. Enfin, la méthode de perte de flux magnétique repose sur les mêmes concepts que le courant de Foucault, avec l'application d'un champ magnétique et la mesure de la réponse du matériau. On peut voir ici un autre appareil commercial déjà disponible. Et enfin ici, une représentation des résultats avec, encore une fois, la grille des armatures et, grâce à la couleur, une information sur la profondeur à laquelle se trouvent ces armatures. Pour conclure sur la mesure de l'épaisseur d'enrobage, on peut dire que ces méthodes sont bien établies pour la détection et la localisation des armatures, ainsi que pour la mesure de l'épaisseur d'enrobage de béton au-dessus de ces armatures. Ces méthodes de mesure peuvent être utilisées comme technique de cartographie, avec par exemple la mesure le long d'une ligne pour déterminer si l'épaisseur d'enrobage est constante. Ça pourrait donc en fait en faire une mesure qui est similaire dans cette approche à la mesure du champ de potentiel, avec une possibilité d'acquérir des informations sur la distribution spatiale de certaines caractéristiques de la structure en béton armé qui nous concerne à ce moment-là. Cette mesure, des appareils commerciaux sont déjà disponibles et fiables, et la méthode de mesure est déjà représentée dans certaines normes, avec par exemple la norme allemande DGZFP Merkblatt B02. Et évidemment que l'épaisseur d'enrobage est une grandeur pertinente pour la corrosion, parce qu'elle détermine la profondeur à laquelle doit avancer le front de carbonatation, ou la profondeur à laquelle la concentration en chlorure est importante dans le cas de la corrosion. Enfin, une autre méthode de contrôle non destructive, c'est la méthode de la résistance électrique du béton. La résistance électrique, c'est la résistance au flux de charge électrique à travers un matériau, et celle-ci est dépendante du matériau, bien sûr, mais également de la géométrie du matériau. En revanche, on peut déterminer également la résistance électrique spécifique d'un matériau qui, elle, va s'affranchir de la géométrie avec laquelle la mesure est effectuée. La mesure est réalisée à l'aide d'un résistivimètre. Le principe de cet appareil est simple, avec l'application d'un courant entre deux électrodes extérieures, qu'on peut voir ici avec les points A et B sur le diagramme de gauche, sur le schéma de gauche.
et la mesure du potentiel entre deux autres électrodes situées entre ces deux-là, les points C et D sur le schéma de gauche. Et grâce à la mesure de la résistance entre ces deux points et la connaissance de la distance entre ces deux points, il est possible de remonter jusqu'à la résistance électrique spécifique du béton, grâce à l'équation qu'on peut voir ici. C'est une méthode très rapide, elle prend seulement quelques secondes, elle est très simple à réaliser, elle est totalement non destructive, avec sur la droite l'exemple d'un appareil commercial disponible qui va donner directement sur le display la valeur de résistance électrique spécifique du béton mesuré. Il existe des valeurs typiques dépendant du type de ciment et des conditions utilisées, avec des différences selon la carbonatation ou bien l'humidité. On peut voir donc dans le tableau de gauche ou dans la figure de droite, par exemple, que l'humidité joue un rôle très important sur la valeur de la résistance électrique spécifique mesurée. En effet, plus l'humidité augmente, plus la résistance électrique sera faible et donc plus le transport de charge sera efficace dans le béton. Pour conclure sur la méthode de mesure de la résistance électrique du béton, c'est une méthode qui est bien établie, avec des appareils qui sont déjà disponibles, qui sont fiables. Cette mesure de la résistance électrique du béton est actuellement réalisée de manière ponctuelle, mais en principe, elle pourrait également être effectuée comme une technique de cartographie. Cela demanderait évidemment un effort supplémentaire, mais cela permettrait d'avoir une information sur la distribution spatiale de cette résistance électrique d'une structure en béton armé. La résistance électrique du béton est une grandeur pertinente pour la corrosion, car c'est une grandeur qui représente, qui est liée, très fortement liée à l'humidité, et donc qui va être importante pour les phases de propagation et les phases d'initiation de la corrosion. Cette résistance électrique était également une information qui est très complémentaire à la mesure du champ de potentiel, avec, dans le cas des zones où l'acier pourrait être encore passif, si on mesure que c'est une zone avec une faible résistance électrique, cela signifie que c'est une zone à risque et à surveiller en priorité dans le cas de l'initiation de la corrosion. Comme on l'a dit, il est en principe possible de réaliser cette technique de manière à avoir une cartographie de la mesure, mais pour l'instant, ça demande beaucoup d'efforts. Mais dans les récents développements qui ont été faits dans notre groupe de recherche, il y a la possibilité de réaliser de nouveaux capteurs, avec ici un résistivimètre à roue qui va combiner la présence d'une électrode de référence au centre et la présence de 4 électrodes sur les côtés, qui peut rouler et donc être appliqué plus aisément à la surface du béton, et qui peut également être, par exemple, placé sur un drone qui peut effectuer les mesures de manière automatique. Pour conclure sur les méthodes de contrôle non destructives, grâce à ces méthodes, il est possible de détecter les causes menant à la corrosion relativement tôt, dans les phases d'initiation et de propagation précoce de la corrosion, à l'aide de la résistance électrique du béton, qui va permettre d'obtenir des informations sur l'humidité, la carbonatation et la pénétration des chlorures dans les différentes zones du béton. La mesure de potentiel va nous permettre de détecter très tôt la présence de zones qui se corrodent dans un béton. Et enfin, la mesure de l'épaisseur d'enrobage va permettre de déterminer, d'estimer le risque de corrosion si, bien sûr, on a des informations sur les vitesses de pénétration de la carbonatation et des chlorures. Enfin, les méthodes de contrôle non destructives peuvent également amener des informations sur la progression des dommages, avec notamment la résistance électrique du béton, qui est fortement liée à l'humidité, elle-même liée fortement à la vitesse de corrosion en phase de propagation. Enfin, il est également intéressant de parler de plusieurs méthodes de contrôle destructives dans le cadre de l'étude de la corrosion, avec comme première méthode la méthode qui consiste à ouvrir une surface du béton pour observer
l'état des aciers à l'intérieur de celui-ci. Le principe est juste d'enlever du béton sur une fenêtre d'environ 50 par 50 centimètres et d'estimer l'état actuel des armatures visuellement. Dans ce but, la norme SIA 269-2, maintenance des structures porteuses, structures en béton, peut être utilisée avec la présence de ce tableau sur la droite qui permet de donner un niveau du degré de corrosion selon les dommages observés à la surface des aciers visibles. Une autre mesure intéressante pour la corrosion, c'est la mesure de la profondeur de carbonatation. Le principe est juste d'utiliser un indicateur pH qui a un virage autour du pH de carbonatation. Ainsi, on peut voir ici l'exemple de la phénophtaluine utilisée sur les surfaces de béton, avec des surfaces encore alcalines de couleur rose et des surfaces qui ont été déjà carbonatées, qui restent incolores. Cela permet donc de définir l'épaisseur ou de la profondeur du front de carbonatation. La solution contenant l'indicateur coloré doit être appliquée à la surface de béton fraîchement brisée. Il faut donc éviter les surfaces sur lesquelles de l'eau a déjà coulé ou bien des surfaces sur lesquelles de la poussière est présente. Une autre mesure intéressante, c'est la mesure de la quantité des ions chlorure dans le béton, avec pour les méthodes habituelles les différentes étapes d'échantillonnage, de broyage en poudre du béton que l'on peut analyser, la dissolution de cette poudre dans un acide, et enfin la détermination de la concentration en chlorure de cette solution. Dans ce cadre, il est souvent très intéressant d'obtenir des profils de concentration en chlorure, et cela peut se faire par l'échantillonnage de différentes profondeurs du béton à analyser. Ce qu'il est important, c'est que les échantillons soient représentatifs du béton que l'on va analyser, avec dans la norme SIA 262-496 des conseils sur les tailles des carottes à prélever ou le nombre de points à effectuer dans le cadre d'une méthode par poudre de perçage. Enfin, la mesure de la teneur critique en chlorure spécifique à un élément de construction est également intéressante. On a pu déjà voir cette méthode rapidement lors du dernier webinaire, mais le principe, c'est juste de collecter des échantillons de béton contenant des armatures encore saines, de les amener en laboratoire et de voir à quel moment elles vont subir une initiation de la corrosion et de mesurer quelle quantité de chlorure a été nécessaire pour cette initiation. Dans le cadre de cette mesure, je tiens à mettre à votre attention qu'une fiche SIA Merkblatt est en préparation et pourra bientôt être utilisée pour déterminer la teneur critique en chlorure spécifique à un élément de construction. Pour conclure sur les méthodes de contrôle non destructives, grâce à ces méthodes, il est possible de détecter les causes menant à la corrosion de manière assez tôt, notamment à l'aide des mesures de teneur en chlorure au niveau des armatures et à l'aide de la mesure de la profondeur de carbonatation par rapport à la profondeur des armatures. Les dommages peuvent être quant à eux quantifiés durant la phase de propagation, notamment avec l'ouverture de fenêtres d'observation qui permettent de déterminer à quel niveau est le degré de la corrosion des armatures dans la structure en béton armé. Enfin, pour terminer ce webinaire, je vais vous présenter rapidement les nouveaux développements qui sont faits dans le cadre de l'évaluation de la corrosion des aciers dans les bétons, qui ont pu être réalisés dans les dernières années dans notre laboratoire. Alors tout d'abord, je vais vous présenter la méthode de tomographie électrochimique, qui est basée sur le même principe que la mesure du champ de potentiel, avec l'utilisation d'une référence électrode à la surface du béton et la connexion aux armatures. Mais cette méthode est modifiée avec l'ajout de plusieurs références électrodes à la surface du béton et l'ajout
d'électrodes auxiliaires ou de contre-électrodes CE sur le schéma de gauche. Grâce à différentes mesures de potentiel et aussi de polarisation, il est possible d'obtenir des informations supplémentaires sur la structure qui est analysée. Et grâce à des modèles numériques et grâce à des méthodes de computation, il est possible d'obtenir une information sur la vitesse de corrosion, ce qui est actuellement pas possible de faire avec la mesure du champ de potentiel. Cette technologie n'est pas encore prête à être utilisée sur site, mais les bases scientifiques ont déjà été posées et il va être, on l'espère, possible dans le futur d'améliorer jusqu'à utiliser sur site ce genre de technique. Enfin, une autre possibilité, c'est l'utilisation de drones pour la collecte d'informations sur l'état d'une structure. Avec par exemple ici, on pourrait monter dessus une caméra pour effectuer une inspection visuelle dans des zones difficiles d'accès, ou bien en bas à droite, la pose de capteurs nouveaux tels que le résistivimètre à roue que je vous ai présenté plus tôt, qui peut être placé sur un bras connecté au drone, et ensuite ce drone peut être amené à la surface d'un béton. Vous pouvez voir ici une vidéo issue d'un projet pilote réalisé par un de mes collègues, dans lequel on peut voir que le drone peut être appliqué correctement à la surface du béton et collecter des informations. Dans le cadre de ce projet pilote, les informations collectées à l'aide du drone ont été comparées aux informations collectées manuellement, traditionnellement. Et ce qu'il a été constaté, c'est que les mesures sont tout à fait comparables, sont reproductibles, et donc que l'utilisation de drones pour l'inspection de structures en béton armé est tout à fait possible. Enfin, il est également important de noter l'apparition des méthodes d'intelligence artificielle et la méthode de machine learning qui peuvent être utilisées pour combiner les différentes données qui peuvent être mesurées sur l'état d'une structure, avec par exemple des données sur la mesure du champ de potentiel, des données sur l'épaisseur d'enrobage, des données sur la présence de fissures ou non dans certaines zones, et ainsi améliorer la détermination des zones qui sont possiblement corrodées. Dans ce cadre, un projet pilote a également été mené et les résultats ont été intéressants avec la détection de zones de corrosion qui a été juste. Enfin, une autre possibilité, c'est l'installation de capteurs dans une structure. Ces capteurs peuvent être des capteurs de quantité en chlorure ou bien des capteurs de pH qui vont aider à déterminer les conditions dans lesquelles se situe l'acier à l'intérieur de la structure, combiné à une analyse de ces données. Cela va permettre de définir un degré d'urgence de maintenance à réaliser sur la structure pour le futur. Cette technologie est déjà technologiquement mature avec des appareils commerciaux déjà disponibles. Ces appareils peuvent être installés dans les nouvelles structures ou bien ils peuvent être installés dans des structures déjà existantes. Tous ces nouveaux développements peuvent être rangés dans ce schéma qu'on a vu au début du webinaire. Et ce schéma, le but, quelque part, c'est d'améliorer les différentes mesures disponibles en remplissant la zone qui est en haut à gauche. Et donc, c'est le but de plusieurs projets de recherche dans notre groupe, avec, par exemple, la présence d'un drone qui peut améliorer les informations obtenues visuellement sans augmenter le coût. Ce pourrait être également le cas pour les méthodes à l'aide de capteurs installés dans les structures, ou bien à l'aide de nouvelles méthodes développées comme la méthode de tomographie électrochimique. Enfin, ces différentes méthodes peuvent être également utilisées à différentes périodes de temps de la structure, avec des méthodes qui sont intéressantes
pour la phase d'initiation et d'autres méthodes qui sont plus intéressantes lorsque la phase de propagation a déjà été un peu avancée. Mais pour conclure, le but c'est d'améliorer les les possibles informations que l'on peut mesurer grâce à ces nouveaux développements. Je vous remercie pour votre attention et me tiens prêt à répondre à vos questions.